L'échiquier international, bienvenue à vous. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza, la justice française mise au défi de l'impunité sioniste. Un dépôt de 2 plaintes contre 2 soldats franco-sionistes a été déposé depuis juillet à Paris par plusieurs ONG auprès du pôle de crimes contre l'humanité au tribunal judiciaire de la capitale française. 2 snipers de nationalité française sont accusés d'exécution sommaire de civils dans la bande de Gaza. On enverra les relents dans les prochains jours. Immunisé comme un sioniste en France, il y a une exception sioniste en France, interdiction de critiquer le sionisme, l'arbitre des médias est souvent sioniste. Pour parler de la question palestinienne, on passe par la voie sioniste, sinon c'est faire le jeu des radicaux. C'est bien connu, le débat sur Gaza est verrouillé au départ. La laïcité ne concerne qu'une communauté, une seule, alors que le CRIF, le Conseil du culte des représentations juives de France, donne le tempo et le vecteur des échanges, en plus de faire suivre l'agenda d'un gouvernement étranger criminel, selon la CPI. 65 000 morts au moins depuis 2 ans à Gaza suite à un massacre, et le gouvernement français, à l'heure où on parle, regarde ailleurs. Le sionisme n'a qu'une seule mission, effacer la voix des Palestiniens. Physiquement et symboliquement, on en parle. Des médias français où les voix palestiniennes sont circonscrites à de simples témoignages, et encore, pour en parler de cette censure qui ne dit pas son nom, j'accueille Mouzna Chihabi. Bonsoir. Bonsoir. Responsable de développement au Centre arabe et de recherche et d'études politiques à Paris et ex-conseillère de l'OLP. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, quand on parle du génocide à Gaza et des voix palestiniennes qu'on a voulu faire taire, on pense forcément à Shirin Abu Akleh, cette journaliste emblématique palestinienne, assassinée, on le rappelle, en 2022 à Jenin. L'entité sioniste a reconnu sa responsabilité. Pourtant, aucune justice n'a été rendue à l'heure où on parle. C'était une amie à vous. Vous dites que ce meurtre par balle dans la tête a ouvert un abîme sous vos pieds et qui ne se renfermera plus jamais. Oui, merci de rappeler l'histoire de Shirin. Shirin a été exécutée en fait par Israël le 11 mai 2022 et comme vous avez dit tout à l'heure, les mots comptent, le récit c'est important. Et Shirin elle-même, avant d'être assassinée, elle avait mis sur les réseaux sociaux, parce que l'année de son assassinat, il y avait beaucoup de Palestiniens qui étaient tués par Israël en Cisjordanie, des centaines. Et à un moment, elle parlait de l'exécution d'un Palestinien, et elle a bien dit, elle l'a écrit en arabe, qu'il faut dire que ces gens sont exécutés par Israël. Donc les mots comptent, les mots comptaient beaucoup pour Shirin. Shirin a été assassinée pendant qu'elle était à Jenin, qu'elle couvrait un événement où l'occupation israélienne essayait de rentrer dans le camp de réfugiés de Jenin. Elle portait un casque, elle portait un gilet pare-balles, et surtout l'étiquette presse qui était très claire. Et pour Israël, être journaliste en Palestine, c'est un problème. C'est pas seulement raconter des faits. Bon, déjà, ils ont très peur, les Israéliens, avec les faits. L'occupation a toujours peur des faits. Mais c'est aussi, Shirin, c'était quelqu'un qui, comme tous les Palestiniens, refusait l'effacement. Elle voulait témoigner, elle voulait documenter. Et c'est une façon de résister qui, bien sûr, est contre le récit de l'occupation israélienne. Et commencé depuis le 7 octobre 2023 avec le génocide en cours à Gaza, il y a plus de 220 journalistes palestiniens qui ont été tués. Certains ont été décapités, d'autres sont morts en tenant leur caméra jusqu'au vraiment dernier souffle. Et puis d'autres ont perdu leur famille. Quand on pense à Wael Dahdour, qui est aussi l'ex-collègue de Shirin, qui a perdu sa femme, ses enfants, et qui continue malgré tout jusqu'à aujourd'hui à parler au nom des Palestiniens. Et puisque je parle avec vous, je voudrais rappeler qu'en Algérie aussi, pendant la guerre de libération, les journalistes, les conteurs, les poètes étaient tous traqués, quoi. Parce que le colon, il a plus peur de la résistance armée, et il craint plus le récit, que la résistance armée du colonisé. Donc tuer un journaliste, c'est forcément tuer la mémoire future, et c'est pas un événement
une seule fois dans le temps, c'est vraiment une stratégie pour détruire des vies, détruire les preuves et étouffer la vérité. Parce que les caméras palestiniennes dérangent plus que les bombes ou bien la résistance armée. Justement, c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter, et c'est cette manière de faire taire les mots, en tout cas de les frapper de mutisme, qu'on a voulu ce soir discuter avec vous. Alors, au moins 230 journalistes palestiniens ont été tués. Shirin Abu Akleh était connue dans la région auprès des autorités coloniales pourtant. Elle tombe sous la balle d'un sniper. Même son cercueil a été pris à partie par les colons. On se rappelle de ces images effroyables. Question simple, vous avez dit, on a exécuté d'une certaine manière Shirin Abu Akleh pour faire taire cette voix de la Palestine, en tout cas ce témoin oculaire palestinien. Pourtant, ils sont plusieurs, des artistes, des réalisateurs, des écrivains, qui continuent à diffuser cette voix palestinienne, cette mémoire palestinienne, ce récit palestinien. Oui, je pense que pour chaque Palestinien, moi par exemple, moi j'ai grandi loin de la Palestine, je suis née en dehors de la Palestine parce que je suis fille de réfugiés, donc je suis née en exil. Toujours cette notion de la Palestine, de qu'est-ce que ça représente, qui on est, le fait de nous effacer là où on est, ça nous incite à continuer à parler, à raconter. Et je pense que c'est ça qui fait mal à l'occupant, c'est que on n'a pas oublié, on ne va pas oublier, et que même si on est né à l'étranger, on est né loin de la Palestine, on va continuer à raconter. Parce que cette terre, même si on est né loin de cette terre, elle ne nous a pas quittés en fait. Et l'exil palestinien, c'est une plaie qui n'a pas de fin. Et c'est aussi une forme d'endurance, c'est une manière de survivre au déracinement sans céder à l'amnésie. Tous ces Palestiniens qui sont là-bas maintenant, il y en a beaucoup qui sont devenus journalistes, ils ne le pensaient pas en fait, mais c'est les événements en cours qui font que les gens ont envie de raconter parce qu'ils voient que le monde ne bouge pas. Et puis, sans oublier qu'il y a beaucoup que depuis le génocide, il n'y a pas de journalistes étrangers qui peuvent rentrer dans Gaza. Donc les Palestiniens, c'est leur seule voix, c'est la seule voix qu'ils ont. Et plus il y a des journalistes tués, plus il y en a des nouveaux qui sont là et qui parlent et qui racontent, que ce soit à travers des chaînes connues dans le monde ou bien à travers leurs réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs, de jeunes influenceurs et influenceuses qui, comme vous le savez, ont été connus maintenant dans le monde, et il y en a qui ont eu des prix aussi. Donc, en fait, Shirin est partie, les journalistes partent, mais il y a beaucoup de Shirin qui arrivent et il y en aura toujours. Autre thématique de notre échange, dans le peu de reportages consacrés au génocide d'Arasa sur les télévisions françaises, on montre toujours les Palestiniens sous la forme de la foule, de la masse indéfinie, informe. On a rarement vu des visages distincts, des individus, c'est-à-dire qui résumeraient ou qui symboliseraient des vies, des souvenirs, des décors, des reflets, donc un passé et un passif. Je veux parler du traitement de l'image des Palestiniens qui pose question aussi dans les médias audiovisuels français. Et on a l'impression, enfin je vais vous poser la question, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a l'impression que ce traitement n'est pas neutre. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une déshumanisation des Palestiniens, c'est clair. En Europe, en France, Gaza, c'est un laboratoire de déshumanisation, c'est le génocide. Et en France, on n'utilise toujours pas le mot génocide dans les médias français. On parle comme un package des Palestiniens, donc des enfants affamés, des hôpitaux rasés. Ça, c'est quand vraiment on parle d'hôpitaux qui ont été rasés, on prend toujours la version israélienne d'abord. Et ça, je l'ai vécu surtout avec l'exécution de Shirin. Shirin, les médias israéliens ont tout de suite dit c'est peut-être pas nous, c'est peut-être des Palestiniens qui ont tué Shirin. Et tout de suite, les grands médias français ont repris exactement la version israélienne, sans prendre compte des interviews qui ont été faites à ce moment-là avec les collègues de Shirin qui étaient avec elle sur place. Et donc, Shirin, c'était vraiment l'exemple de comment on nous déshumanise, on prend la version de l'occupant sans compter ce que disent les Palestiniens.
Et les journalistes sont exécutés, personne ne dit rien, il n'y a pas eu de forme de résistance à cela. Je n'ose pas imaginer que si dans un autre pays des journalistes n'avaient pas le droit de rentrer, qu'est-ce que les journalistes français et européens auraient fait? Je pense que, par exemple, ils auraient dû boycotter les événements du côté israélien pendant la guerre avec l'Iran, par exemple. Dire que non, on ne va rien couvrir tant qu'on ne peut pas rentrer voir les Palestiniens, par exemple. Mais ça, c'est la preuve que ce qui se passe là-bas, ce qui tue là-bas, il essaye aussi de ne pas donner la voix aux Palestiniens en France. Et je pense que c'est le même système qui fonctionne là-bas et qui veut que la version israélienne soit celle qui soit vraiment la plus écoutée en France. Et ça, c'est vraiment problématique. Il y a eu quelques je dirais pas progrès, mais ça a été un peu plus, mais il a fallu vraiment 50 000 morts palestiniens pour que quelques médias commencent à parler, à raconter un peu ce qui se passe, mais toujours sans utiliser le mot génocide, sans interviewer des gens comme Francesca Albanese, par exemple. Donc ça c'est vraiment un problème. Par ailleurs, donc il n'y a pas de voix palestinienne, et en même temps, on amène des voix françaises, parfois qui sont un peu avec la cause palestinienne. Je ne peux pas dire qu'ils sont vraiment... ils ne peuvent pas être antisionistes, ça c'est clair. Mais ces gens, ils parlent en mon nom. Donc en fait, ça c'est vraiment problématique parce que c'est des gens qui, même s'ils ont été là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils nous connaissent. Même s'ils sont un peu du côté des Palestiniens, ça ne veut pas dire que le récit palestinien est là. C'est toujours le récit israélien. On commence toujours par le récit israélien. On amène toujours des Israéliens dans les grandes émissions, quelques Français, parfois un Palestinien pour parler un peu de la douleur palestinienne, mais jamais pour analyser la situation, jamais pour donner une vision politique de ce qui se passe. On est juste un exemple pour montrer la douleur du Palestinien et voilà, comme un exemple, voilà. Et puis les autres, c'est tous des gens qui parlent et qui discutent autour de notre cause, très souvent sans jamais comprendre vraiment de quoi ils parlent. Vous dites au sujet des débats sur les Palestiniens sur les chaînes françaises, vous dites c'est une mise en scène bien huilée. À la voix palestinienne, quand elle est tolérée, on attribue la douleur, l'émotion, le récit du deuil. À la voix sioniste, on confie la complexité. Nous incarnons eux. Ils analysent, nous parlons depuis des ruines, ils parlent depuis les auteurs. Et dans cette division du discours, c'est toujours la parole israélienne qui cadre le récit, même lorsqu'elle se prétend critique. Ça serait, on l'a dit, c'est un dispositif loin d'être neutre. Et vous allez plus loin, vous dites il n'y a pas de centralité palestinienne au sein des médias, français en l'occurrence. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que à chaque début d'émission, on commence toujours par... Très souvent maintenant, c'est le 7 octobre. Le calendrier zéro en France, c'est le 7 octobre, comme en Israël. Il y a quelques personnalités qui disent qu'il faut comprendre, qui osent dire maintenant. Au début, c'était même impossible de dire qu'il faut comprendre pourquoi le 7 octobre c'est arrivé. Ça, c'était tout de suite apologie de terrorisme. Après cela, il commence à avoir des gens qui racontent qu'on ne peut pas prendre cet événement comme un seul événement et oublier tout le reste. On commence jamais par parler de la colonisation, on commence jamais par parler de la Nakba, on veut pas en fait que le français comprenne comment l'histoire a commencé. On a l'impression que c'est deux États qui se disputent de temps en temps pour un bout de territoire. Et en fait, je pense que maintenant, de plus en plus en France, surtout les jeunes, ils commencent à comprendre. Et beaucoup de jeunes commencent à se poser beaucoup de questions et ils sont allés beaucoup plus loin que l'histoire des deux États. C'est-à-dire que maintenant, la façon de voir les choses, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme à l'époque de Oslo, où il y a des négociations, on va parler de deux États. Les jeunes en France, moi je les vois dans les manifestations et quand je parle, je suis vraiment... étonnée de comment ils comprennent vraiment la cause palestinienne. Le fait que dans les émissions, on parle de conflit tout le temps, on dit un conflit israélo-palestinien, on a l'impression que c'est
deux acteurs qui sont égaux et qui font la guerre. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est une cause palestinienne, c'est un projet colonial sioniste. Déjà, le mot sioniste et dire je suis antisioniste aussi, c'est problématique en France. Tout de suite, on dit ça veut dire que tu es antisémite, alors que c'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a toujours ce problème où on se dit, nous, les Palestiniens, on a vraiment besoin de travailler sur le récit, on a besoin d'éduquer les Français sur cela. Je pense que les réseaux sociaux et les jeunes de Raza ont fait un super travail qui a fait que la population française commence à changer. Je vois maintenant l'image de Lima Hassan, bien sûr, aussi, ça c'est très important parce que Lima Hassan, elle représente aussi cette jeunesse et sa voix a été très forte en France. D'ailleurs, elle était dans une de ses émissions, c'est comme ça qu'elle a commencé, qu'elle a parlé de la Nakba, du fait qu'elle soit réfugiée. Je pense que tout cela vraiment a bousculé vers quelque chose de nouveau, d'une réalité, ça a éduqué les Français. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Je ne dis pas que tout est maintenant clair chez les gens et que voilà, on a gagné. C'est encore beaucoup de travail parce qu'il y a tout un establishment médiatique, politique français qui fait que on est obligé de comprendre l'histoire à partir du 7 octobre. On est obligé de ne pas revenir en arrière, de considérer tout ce qui est résistance palestinienne, c'est du terrorisme, automatiquement, que Israël a le droit de se défendre, et ça, c'est répété tous les jours par le président Macron, par les gens qui passent sur les radios. Israël a le droit de se défendre. Maintenant, ils ajoutent un « mais » parce que, bon, ils disent que il y a quand même des crimes de guerre, ils disent pas génocide, crimes de guerre à Gaza. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, mais pas encore dans l'establishment médiatique et politique en France, malheureusement. La voix palestinienne dérange. Bon, elle dérange une minorité, hein, on va être clair. On l'a dit, pourtant des voix et des figures palestiniennes de par le monde luttent contre ça, palestiniennes ou pas. On a vu avec des manifestations au sein des campus américains, même ailleurs, en Angleterre, en Norvège, en Hollande, enfin partout. Et même vous, c'est ce que vous faites à travers le collectif des mères pour les enfants de Palestine, à savoir la transmission de la mémoire. On le rappelle, à l'heure où on parle, il y aurait 50 000 enfants tués ou blessés à Gaza officiellement, sans parler des orphelins. Vous aussi, vous faites un travail de terrain et vous êtes là pour encadrer, à savoir les jeunes, et surtout pour diffuser la mémoire. C'est très important, la mémoire, au sein de dispositifs de résistance de la Palestine. On ne le dira jamais assez. Tout à fait, tout à fait. Je pense beaucoup à... Moi, j'ai été beaucoup influencée par les écrits de Frantz Fanon qui disait une chose essentielle, c'est que la violence coloniale ne tue pas seulement les corps, elle fracture les esprits, elle fait de l'opprimé un être sans récit et sans légitimité. Et c'est exactement ce qui se passait en Algérie, parce que Fanon parlait surtout de l'Algérie. Et ce que Fanon disait du colonisé algérien et du colon français vaut mot pour le palestinien, que le colonisé, c'est un être colonisé, un être dont le destin est d'être sous le colon. Et donc ça, c'est important. Ce que je voulais dire, c'est que... c'est toujours les mots, hein, c'est toujours les mots qui reviennent. C'est toujours les mots qui reviennent. Comment exister, comment ne pas être réduit au silence. Le combat est partout, en fait. J'ai réalisé ça en habitant en France, à Paris, que le combat est partout. C'est pas que en Palestine. Bien sûr, en Palestine, il y a beaucoup de sang, mais le combat n'est pas seulement pour la terre, c'est aussi pour éduquer, pour faire comprendre, pour dire qui nous sommes. Donc, en fait, Fanon, quand je pense, il a jamais vu Gaza, mais Gaza, elle parle vraiment elle parle Fanon. Il a vu l'archétype de Gaza. Il a vu l'archétype de Gaza. Il a vu le schéma de Gaza à travers d'autres formes de colonisation. Exactement, exactement. Et en fait, Israël essaie de tuer la mémoire. C'est ça le projet sioniste. C'est que une fois sur place, on vire les gens, on déplace les gens, on commet des crimes de guerre. Maintenant, c'est le génocide qui est la continuation de tout ce projet colonial. Et c'est aussi essayer de tuer la mémoire, donc essayer de tuer même les gens à l'étranger qui sont là, de ne pas leur laisser, de vraiment aller à la chasse de ces gens.
Mais Et les grands intellectuels palestiniens ont compris ça très rapidement, puisque le génocide contre le peuple palestinien est acté depuis le début. Je parle du génocide physique, mais aussi celui de la mémoire, donc des mots. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a été créée en 1964. 10 ans après, on a deux grands diffuseurs de mémoire et de mots et de la Palestine en général qui se rencontrent à New York, à savoir Edward Said, le théoricien de l'orientalisme, et Mahmoud Darwish, qui est le poète de l'exil, de figure, de relais culturel de l'OLP, qui écrivait pour que nul n'oublie la Nakba et le massacre de Dar Yassin, par exemple, en 1948. Vos parents ont été cruellement touchés par la Nakba, surtout votre père. Les écrits des deux poètes, Edward Said, qui est théoricien, mais Darwish, leurs écrits continuent d'être une source et un repère pour le combat des Palestiniens, même pour les jeunes d'aujourd'hui, en 2025. tout à fait. En fait, moi, je disais toujours, je me demande comment j'aurais été si j'avais vécu ce qu'avait vécu Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, la Nakba. Et je dis toujours à mes parents comment c'était. Je posais plein de questions. Et maintenant qu'on vit ce génocide et maintenant qu'on a vécu tout ça, on commence beaucoup à écrire. Hein. Il y a beaucoup de Palestiniens. C'est pas que c'est là où on se dit maintenant on comprend pourquoi on a eu tous ces gens qui ont écrit des textes magnifiques. C'est parce que le fait d'être tellement en colère, d'être dépossédé, de ne pas pouvoir raconter son récit, d'être dans un... Edouard Saïd, en 67, il raconte, il a tout un livre où il raconte comment il a souffert d'être à New York pendant que les Israéliens occupaient le reste de la Palestine et que tout le monde à New York était heureux et que ça lui a fait très très mal. Et c'est là qu'il a commencé à s'investir, à écrire plus pour la Palestine. Et c'est en fait une lutte. Moi, j'écrivais pas autant avant. C'est maintenant que vraiment, c'est depuis l'assassinat de Chérine que j'ai senti qu'il y a vraiment une lutte pour le récit, une lutte pour imposer notre vocabulaire, pour imposer notre chronologie et avoir une légitimité en France. Et pour tout vous dire, moi j'ai eu beaucoup de problèmes sur tout ce que je mettais sur les réseaux. On n'arrêtait pas de m'accuser d'antisémitisme. Il y a eu des plaintes contre moi, des gens qui n'arrêtaient pas d'écrire au ministre de l'Intérieur pour dire que je suis antisémite, etc. Au point où finalement j'ai décidé de prendre l'initiative moi-même, de ne pas attendre que ces gens continuent à nous attaquer. J'ai pris une initiative et je suis contente que je l'ai gagnée maintenant. C'est contre un monsieur qui est avocat et qui est passé à la télé pour dire que moi, avec mon nom, avec tout, pour dire que je suis poursuivie par la justice française, alors que je ne le suis pas. Et donc ça, c'est une façon de nous intimider, de nous faire arrêter de parler. Et donc je l'ai poursuivi en justice pour diffamation et je viens de gagner cette cause parce Il est de nationalité israélienne, hein. Oui, oui, On va pas le nommer, mais il est de nationalité israélienne, c'est un avocat exact. bien connu Franco-israélien. de la cause sioniste. Alors, vous êtes une Palestinienne de Haïfa, votre mère vient de Saint-Jean d'Arc. Vous dites dans une publication, je ne suis pas une rumeur, ni une Palestinienne de trop, mais je suis issu d'un combat qui dépasse ma personne. Où en est ce combat aujourd'hui? On en a un peu tressé le contour, mais vous personnellement, comment vous vivez l'exil à Paris avec le génocide à Gaza, avec cette forme de dictature, cette forme de censure concernant les défenseurs des droits des Palestiniens? Comment vous vivez ça aujourd'hui à Paris? Alors, au début du génocide, c'était vraiment très dur. J'étais sur le point de me poser vraiment la question, mais où est-ce qu'on vit? Parce que, vous savez, les manifestations étaient interdites. On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit d'expliquer pourquoi il y a eu le 7 octobre. Ça, c'était vraiment... Mais c'était impossible. Et puis, petit à petit, on commence un peu à comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de sang, et ça a pris beaucoup de temps, alors que normalement, on a des soi-disant experts français qui connaissent la région. Même ces experts se sont tus, ils sont toujours, il y en a beaucoup qui ne disent toujours pas, ne parlent pas de génocide. Ces experts, surtout des gens, des universitaires qui continuent à collaborer avec des universitaires israéliens, alors que vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de dire c'est horrible ce qui se passe à Gaza, il faut que Macron fasse quelque chose, mais commencez par vous d'abord. Je veux dire, c'est pas... Donc il y a vraiment... J'ai découvert en fait une société vraiment incompréhensible pour moi
parce que on a beau penser qu'on fait les choses très bien, qu'on peut faire un excellent journalisme concernant d'autres régions, quand il s'agit de la Palestine, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête. On est capable d'être d'une médiocrité incroyable juste pour ne pas parler d'Israël. Et puis après, on commençait à nous accuser. On nous accuse vraiment d'exister trop fort, quoi. Donc, on a voulu nous réduire au silence, jamais invité, parfois invité, puis dernière minute, finalement, non, c'est bon, vous n'êtes pas invité. Donc, c'est vraiment... En tout cas, Mouzna Chehabi, vous êtes toujours la bienvenue ici sur Al24 et vous le serez toujours, ainsi que tous les combattants pour la cause palestinienne. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes responsable de développement en communication au sein du Centre arabe de recherche et d'études politiques, entre autres. Hein, vous êtes aussi militante à votre manière. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté attention. Bonne soirée et surtout bonne suite des programmes sur Al24 News. À samedi.